Madame la Présidente, cher Oliver, le doctorat honoris causa qui t'est accordé aujourd'hui signifie beaucoup pour toi, tes proches et tes amis, mais il a aussi une importance plus générale que j'aimerais esquisser en 2 mots. Tu es avant tout un philologue, tu te définis comme tel. Tu aimes donc, par profession et vocation, le logos. Logos, c'est le mot grec le plus difficile à traduire. Il signifie la parole, le discours, l'argument, la raison, la mise en rapport réglé de ce qui doit l'être, comme cela doit l'être. Il y a donc quelque chose comme un optimisme foncier dans la profession qui est la tienne. L'optimisme qui consiste à postuler qu'il y a, en dépit de toutes les forces obscures, une intelligibilité du monde et que celle-ci se donne à voir dans le discours qui en rend compte, pour peu que ce discours soit assez médité pour effleurer le mystère des êtres et des choses. Tu as consacré ta vie à comprendre les premières apparitions dans la civilisation grecque de l'Antiquité, de ce discours qui se voulait raison, de cette raison qui, sans naïveté aucune, mais avec courage et détermination, a assez cru dans le langage pour penser qu'elle en pouvait faire son vecteur. Je ne trahirai aucun secret en rappelant ta force de travail peu commune, ta culture insondable, l'apport mondialement reconnu de tes contributions magistrales dans le domaine de la philosophie et de la poésie grecque. J'en trahirai peut-être un en disant combien, pour t'avoir pratiqué durant de nombreuses années, je sais que ta façon de travailler correspond au fond assez peu à ce que l'on se représente d'un philologue classique. Tu n'es pas vraiment un bibliographe, tu n'as pas cette sorte de fétichisme pour l'exhaustivité de l'information. À chaque fois que tu as reconstitué un texte que l'on venait de découvrir, que tu as jeté une nouvelle lumière sur un texte connu, que tu as élucidé une nouvelle doctrine, ton apport est né d'une forme de méditation solitaire, d'un dialogue silencieux où tu suscitais les voix du passé le plus reculé. Je me suis souvent demandé si ta formation professionnelle de pianiste au Conservatoire de Francfort, avant que tu n'optes définitivement pour la philologie classique, n'avait pas influencé ta vision de l'interprétation historique et philologique. En tout cas, tu as une voix inimitable dans notre discipline, qui porte à un degré rarement atteint la fidélité aux auteurs anciens et la capacité à demeurer soi-même. On pourrait croire qu'en mettant à l'honneur par ta personne la philologie classique tout entière, plutôt que telle ou telle discipline apparemment plus à la mode, la vieille Sorbonne a voulu honorer ce qu'il y avait de plus traditionnel dans les savoirs européens. C'est tout le contraire. Par son ancrage dans la culture méditerranéenne la plus reculée, par son rôle de lien entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et le monde arabe, la philologie bien comprise est une manière d'opposer un universalisme véritable, c'est-à-dire un universalisme construit et profond, aux forces les plus obscures de notre temps, le racisme, le tribalisme, le suprémacisme. C'est aussi pour cela, cher Oliver, que ton doctorat honoris causa compte tant à nos yeux. Merci. Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Congratulations, félicitations. Ein Foto noch. C'est très très solide sur votre université. Madame la Présidente, cher Marwan,
Mesdames et Messieurs, le titre que Sorbonne Université me décerne me touche particulièrement, car il émane non seulement de l'une des universités les plus prestigieuses, plus anciennes et plus jeunes du monde, mais aussi d'une institution avec les membres de laquelle je collabore étroitement depuis de nombreuses années. Ils m'ont invité à plusieurs reprises de siéger en tant que membre externe des commissions, ainsi que en tant qu'examinateur des thèses de doctorat ou en tant que directeur de thèse préparée en co-tutelle avec ma propre université de Munich. Mais surtout, j'ai trouvé à Sorbonne Université un collègue et ami, le professeur Marwan Rached, avec lequel je partage un intérêt particulier pour l'aspect philologique de l'histoire de la philosophie ancienne. Les œuvres grecques originales de grands philosophes de l'Antiquité, comme Platon et Aristote, ont été transmises par des fragments de papyrus anciens et par des manuscrits médiévaux sur parchemin ou sur papier. Avant que les philosophes contemporains puissent étudier et évaluer ces œuvres d'un point de vue systématique, les textes et les manuscrits qui les transmettent doivent être identifiés, déchiffrés, édités, expliqués et enfin et surtout traduits dans une langue vernaculaire moderne. Telles sont précisément les tâches essentielles des spécialistes en lettres classiques. Il existe souvent un curieux décalage entre le haut niveau de précision auquel aspirent les philosophes modernes lorsqu'ils reconstruisent les arguments des anciens, d'une part, et le manque de fiabilité des traductions dont ils disposent, d'autre part. Ces derniers s'appuient normalement sur des éditions dépassées, qui ne prennent en compte qu'une sélection aléatoire des preuves manuscrites connues aujourd'hui. Donc, tant que nous nous intéresserons sérieusement à la quête de sagesse des anciens, il conviendra que nous trouvions un appui ferme dans les études classiques. Dans mes recherches, je me suis centré sur les deux philosophes grecs qui requièrent le plus une intervention des philologues, Empédocle et Aristote. Les deux poèmes d'Empédocle, philosophe poète présocratique du milieu du Ve siècle avant notre ère, ont été perdus au Moyen Âge. Nous disposions jusqu'à présent d'un nombre considérable de citations conservées dans les œuvres de la littérature antique postérieure. Récemment, cependant, des découvertes remarquables des textes empédocléens jusqu'alors inconnus ont été faites, pas par moi, par mes collègues belges. Il s'agit de fragments considérables d'une édition ancienne sur papyrus du poème de la nature d'une part et de scolies florentines sur le calendrier cosmique d'Empédocle d'autre part. J'ai participé dès le début au travail éditorial et exégétique sur ces découvertes et mon objectif est de développer une nouvelle lecture d'Empédocle qui intègre toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui. Le cas d'Aristote, du IVe siècle avant notre ère, est non moins intéressant, mais tout à fait différent. Ces œuvres ont été transmises directement par plus de 1000 manuscrits grecs, et pour en sélectionner les plus importants, il faut les évaluer tous. Une telle étude n'en est qu'à ses débuts. Il en va de même pour l'évaluation des traductions médiévales, arabes et latines, souvent basées sur des manuscrits grecs aujourd'hui perdus. C'est précisément sur ce champ de recherche que Marwan Rached et moi-même avons établi une étroite collaboration.
nous travaillons ensemble sur un projet ambitieux et de longue haleine. Une nouvelle édition de tous les 14 livres de la métaphysique d'Aristote, qui sera la première à se fonder sur l'ensemble des manuscrits grecs indépendants et sur les traductions médiévales en arabe et en latin. Nous espérons ainsi mieux mettre en valeur l'ouvrage qui est sans doute le document le plus important de l'héritage philosophique commun aux mondes arabes et occidental. Au vu de ce contexte personnel, il est difficile d'imaginer une distinction qui puisse signifier davantage pour moi qu'un doctorat d'honneur décerné par Sorbonne Université. Je vous en remercie.